Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Où sont les pères? C'est la question que pose le journal La Croix dans son enquête le mois dernier. Quand on sait que 80% des familles monoparentales sont composées exclusivement d'une mère avec ses enfants, évidemment, la question se pose. Alors pourquoi ces pères ont-ils disparu ou ont-ils abandonné leurs enfants? On en parle avec notre invité. Depuis des années, Nota Bene, alias Benjamin Brio, vulgarise l'histoire sur sa chaîne YouTube et avec brio, 2 millions d'abonnés. Il sera avec nous sur ce plateau. Vous retrouverez bien sûr Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité est l'acteur et humoriste Baptiste Le Caplin. Mais avant ça, place à l'actualité avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec la nomination hier de Gabriel Attal comme Premier ministre. Et cette question qui se pose désormais, quel bilan pour Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale? Oui, on pourrait même dire ministre éphémère de l'Éducation nationale. 5 mois et 19 jours, c'est le temps qu'est resté Gabriel Attal à ce ministère. Difficile donc de dresser un bilan, un panorama complet. Des passages éclairs d'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui dans la presse, entre les différents ministères, le budget, le porte-parole et puis le secrétaire d'État à la jeunesse. On trouve que Gabriel Attal n'a jamais eu le temps de vraiment imprimer sa marque et donner son bilan. Peut mieux faire, voire peut carrément tout refaire. C'est l'analyse de Manuel Bompard, député LFI, au micro ce matin de RMC. On parle, je crois, de son bilan au ministère de l'Éducation nationale. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la France est championne d'Europe des classes surchargées, qui fait qu'aujourd'hui, en France, les rémunérations des enseignantes et des enseignants sont à peu près 20% inférieures à la moyenne de l'OCDE. On parle du fait qu'à la rentrée 2023, une classe sur deux n'avait pas d'enseignants qui n'ont pas pu être remplacés. Si ça, vous appelez ça un succès, moi j'ai plutôt l'impression qu'en Macronie, en quelque sorte, on promeut les ministres qui ont le plus mauvais bilan. Alors au-delà de cette analyse et de ces critiques politiques, leur journal Le Point revient sur les principales mesures de l'ère Attal au ministère de l'Éducation nationale. Je vous propose de les découvrir. Interdiction de l'abaya, c'était au mois d'août. Vous savez, ce vêtement religieux, interdit. La sortie des élèves radicalisés des établissements, ça arrivait juste suite à l'assassinat de Dominique Bernard, professeur. Le nouveau programme en primaire pour combler les lacunes des fondamentaux. Les groupes de niveau, là aussi en primaire, pour un meilleur niveau. Et puis la fin de l'harmonisation des notes. On y reviendra dans quelques instants. Un ministre de l'Éducation nationale qui, à défaut d'avoir un bilan très complet, aura su extrêmement bien communiquer ce qui manquait à son prédécesseur, Pape Ndiaye. Évidemment, la loi sur le harcèlement. Et la loi, évidemment, les mesures sur le harcèlement. Alors désormais, une question traverse la classe politique. Qui pour succéder à l'omniprésent Gabriel Attal? Oui, il a placé la barre haut, on le disait, il communiquait très bien. Et c'est un peu comme quand un bon élève fait un exposé, c'est toujours angoissant de passer après. À tel point que dans les colonnes du Parisien, on glisse une confidence. Gabriel Attal aurait pensé à Gabriel Attal pour s'auto-succéder et cumuler les deux casquettes. Voilà ce qui est dit dans le Parisien. Comme Raymond Barre avait cumulé le poste de Premier ministre et celui des Finances entre 1976 et 1978, c'est un scénario qui n'est absolument pas envisagé du côté de l'Élysée. Mince. Alors dans le petit monde parisien, plusieurs noms bruissent. D'abord, celui de l'actuel ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, ou bien encore celui qui est un peu plus controversé de nom, Aurore Berger, qui est actuellement ministre des Solidarités et des Familles. Feuilleton donc ministériel à suivre bien évidemment sur School TV. Changeons totalement de sujet désormais pour évoquer un mouvement de grève dans un lycée de Mantes-la-Jolie pour dénoncer l'insécurité qui règne dans l'établissement. Les enseignants du lycée sont en grève depuis lundi au lycée Jean Rostand, en cause le climat d'insécurité qui règne, vous le disiez, dans l'établissement depuis la rentrée. Et ces professeurs demandent plus de ressources. Jet de pierre sur un professeur, départ d'incendie, invectives violentes et refus d'obtempérer de la part des élèves interpellés dans les couloirs, intimidation, menaces physiques et verbales envers les personnels de l'établissement, et puis en plus de tout ça, des problèmes techniques à répétition et du manque d'espace d'accueil. Début octobre, la proviseure adjointe a été visée par des tirs de mortier par un élève qui a été interpellé un peu plus tard. À la fin de l'année dernière, c'est une enseignante d'histoire géo qui avait porté plainte après avoir retrouvé des tags d'intimidation à son domicile. La grève se poursuit donc, il demande évidemment plus de moyens. Poursuivons avec ces interrogations et ces doutes
hein, du côté des enseignants qui signifie concrètement la fin des correctifs académiques annoncés début décembre par l'ancien ministre de l'Éducation, donc Gabriel Attal. Eh bien oui, le monde lève un petit peu le voile sur cette mesure qui était passée inaperçue. Rappelez-vous, au moment des annonces autour du classement PISA, on annonçait la fin du correctif académique. De quoi s'agit-il ? Pendant un temps, les observateurs et les enseignants redoutaient qu'il s'agisse de l'harmonisation des notes. L'harmonisation, vous le savez, c'est ce processus au moment du brevet et du bac qui consiste à réunir tous les correcteurs en amont et en aval et à donner des consignes de correction, voire à augmenter les moyennes de paquets de copies qui seraient un peu trop bas. Eh bien non, nous révèle le journal Le Monde, cette harmonisation ne va pas bouger, elle va continuer à exister pour le brevet et le bac. Par contre, ce qui va évoluer, eh bien, c'est ce fameux correctif académique qui est beaucoup plus méconnu et qui est expliqué par le directeur général de l'enseignement scolaire, le DGESCO, Édouard Geffrey. Il s'agit de mettre fin à la possibilité qui existe pour les recteurs de rehausser la moyenne de tous les candidats après harmonisation en ajoutant par exemple un poids à tout le monde pour augmenter le taux de réussite d'une académie. On ne savait pas trop qu'il y avait des petites tambouilles comme ça, et bien ça tombe bien, elles n'existent plus. Terminons avec cette bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier, les indemnités de stage sont revues à la hausse. Bonne nouvelle pour le porte-monnaie, une hausse quand même assez conséquente pour celles et ceux qui seront soumis à des conventions de stage. 7% de hausse en 2024, ça représente quand même 4,35 € de l'heure au lieu de 4,05 €. Alors, comme souvent quand on parle de gratification de stage, puisque ça n'est pas un salaire, ça ne concernera que les stages rémunérés. Ça peut être en dessous de 2 mois, mais la règle, vous le savez en France, c'est que tout stage de plus de 2 mois doit être rémunéré. Quand il est en dessous de 2 mois, c'est à la discrétion de l'employeur. Voilà, pour terminer, une bonne nouvelle pour le porte-monnaie. Merci Guillaume. Mise en lumière au moment de la responsabilisation des familles après les émeutes de juin dernier, eh bien, il s'avère que les pères sont bien plus souvent absents que les mères. Alors, évidemment, pourquoi ont-ils, la question se pose, pourquoi ont-ils déserté le foyer familial ou ne parviennent plus à jouer leur rôle de parents? C'est la question sur laquelle s'est penchée notre invité qui signe une enquête pour le journal La Croix. Où sont les pères? On en parle tout de suite dans le Grand JT. Bonjour Mickaël Kor. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et auteur de l'enquête dont je parlais pour le journal La Croix. Une enquête qui s'intitule Père absent, enquête sur ces hommes qui ont abandonné leurs enfants. Père absent, c'est vrai que le terme est un peu large, je dirais. De quoi parle-t-on exactement ? En fait, l'idée de ce sujet, elle est née au moment des émeutes de juillet 2023, donc, qui ont fait suite à la mort de Naël, touché par un tir policier. En fait, au moment de l'automne, après ces émeutes, le ministère de la Justice a communiqué sur les jeunes qui avaient été interpellés dans ces émeutes. Et il se trouve que parmi ces jeunes, qui étaient environ 1180, je crois exactement, il y avait en fait la proportion de ces jeunes à vivre avec un seul parent dans une famille monoparentale était 3 fois supérieure à la moyenne. Et dans 80% des cas, eh bien, en fait, ces jeunes vivaient seulement avec leur mère, d'où la question qui est la question où sont les pères ? Voilà, donc on est parti de là. Alors effectivement, le terme père absent, c'est plutôt un terme qu'on s'attend à retrouver ou qu'on retrouve d'habitude dans des chroniques, dans des chroniqueurs qui disent voilà, les pères sont absents, la société part à volo parce qu'il n'y a plus de pères. Là, l'idée, c'était de prendre ce terme, mais de le prendre au sérieux dans une enquête sérieuse sociologique et de terrain. Alors cette place du père, elle a considérablement évolué au cours des années. Est-ce qu'on peut revenir ensemble juste sur l'évolution de cette image justement du père, l'incarnation qu'elle avait à l'époque par exemple de nos grands-parents, de nos parents et aujourd'hui? Oui, mais en fait, moi je suis pas parti comme ça. On peut le faire, mais moi j'ai justement voulu me dire, mais en fait c'est quoi l'absence d'un père? Parce qu'effectivement, il y a des pères qui sont plus ou moins présents. Sur un thème comme ça renvoie évidemment à chaque histoire personnelle. Mais je me suis d'abord intéressé par exemple aux pères qui sont en prison. Et c'est vrai que quand on parle de ce sujet, c'est pas du tout les pères auxquels on pense. Mais il y a 70 000 hommes en prison, 70 000 personnes en prison, la majorité, l'immense majorité sont des hommes. La moitié d'entre eux ont des enfants. Et en fait, le moment de la prison, c'est un vrai moment de séparation du père et de l'enfant. Parce qu'on a des chiffres sur les hommes qui sont en ce moment même en prison, mais on a difficilement accès à des chiffres sur le nombre d'hommes qui sont passés par l'incarcération. Et par exemple, le jeune Naël lui-même,
eh bien son père, biologique, son père, eh bien il était en prison au moment de sa naissance et la rupture de lien s'est faite à ce moment-là. Mais moi, le plus important pour moi, c'était aussi tout simplement d'aller rencontrer ces hommes absents. Donc c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Et oui, bien sûr. D'ailleurs, vous parlez des hommes qui sont en prison, des pères en prison, et vous portez l'évidence sur l'importance du parloir, ces moments de communication justement entre le père et les enfants potentiels. Oui, parce que tout de suite, quand on parle de père absent, la question c'est comment on peut faire si on part du principe que l'absence du père ou l'absence des pères est mauvaise pour l'enfant, est mauvaise pour la société. Ça, c'est très concret, hein, avant même d'être des préoccupations d'ordre philosophique ou moral ou même éducatif, c'est tout simplement une réalité, je dirais, financière. C'est-à-dire qu'une famille dans laquelle il n'y a pas de père, c'est une famille qui a beaucoup plus de chances d'être une famille pauvre. Voilà, donc ça, c'est toujours intéressant de revenir aussi aux réalités sociologiques. Oui, on va revenir à ce point-là, précisément. Mais en fait, alors, l'administration pénitentiaire a considérablement travaillé sur le maintien des liens familiaux en prison ces dernières années, mais essentiellement dans les prisons pour les peines longues. Or, les 2/3 de la population carcérale sont dans des maisons d'arrêt, donc pour les peines courtes ou en attente de jugement. Et là, en fait, eh bien, les rencontres se font au parloir. Alors, on imagine tout ce que ça peut être pour un enfant en bas âge ou même un enfant, un adolescent, de rencontrer son père au parloir. Mais surtout pour un père de pouvoir trouver les mots pour communiquer avec son enfant. C'est pas évident. En fait, ce qui ressort de mon enquête, parce que pour trouver ces pères absents, le plus dur, c'était de les identifier, parce qu'il n'y a pas une amicale ou une association des pères absents. Donc en fait, j'ai fait du micro-trottoir. Et puis de les faire parler surtout, j'imagine. Voilà. Donc j'allais dans la rue et je demandais à des gens s'ils étaient pères, et puis je leur demandais si, voilà, il y a un moment donné, pour X raisons, ils avaient rompu les liens avec leurs enfants, que ce soit temporairement, et certains ont accepté de me parler. Ça a été très long. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est effectivement ceux qui me parlaient à peine. Pas uniquement parce qu'ils ne voulaient pas me parler, certains c'était le cas, mais certains parce qu'ils n'avaient pas les mots en fait. Et c'est ce dont je me suis rendu compte dans mon enquête, c'est qu'on se fait croire qu'être père, ce serait quelque chose d'inné, mais en fait, être père, ça s'apprend. Et l'une des statistiques qui je reviens beaucoup aux statistiques, mais celle-ci, elle m'a vraiment obsédé, c'est après une séparation, il y a un enfant sur 5 qui n'a plus de relation avec son père. 17%. Quand on rentre dans le cas des enfants dont le père n'a lui-même plus de lien avec son propre père, on est à 1 sur 2. Ça veut dire que plus un homme n'a plus de lien avec son père, plus il va avoir de chances de ne plus avoir de lien avec ses enfants. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage, et les mots, c'est ça. C'est savoir partager quelque chose avec son fils. Après, l'idée, c'est pas de dire aux gens comment ils doivent être pères, mais simplement pour qu'ils s'autorisent à l'être, pour qu'ils s'auto-excluent pas de leur rôle de père, parce que c'est quand même beaucoup ça. Eh bien, souvent, il faut qu'ils l'aient appris, qu'ils aient des relais, qu'ils aient des figures, qu'ils aient des modèles. Parce qu'effectivement, vous parlez de ces pères qui ont été en prison et qui ont beaucoup de mal effectivement à communiquer avec leurs enfants, de ces schémas de reproduction familiale aussi, où quand le père ou le grand-père ou l'arrière-grand-père n'a pas été là, effectivement, on ne trouve pas les mots. Est-ce que pour contrer ce schéma de reproduction, ces fameux pères que vous avez rencontrés ont réussi à en sortir et à trouver un autre moyen ? C'est difficile parce que quand on parle de la prison, on peut parler aussi de la grande précarité. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui sont à la rue. Et il y a environ, selon les dernières enquêtes auxquelles j'ai eu accès, environ une personne sans domicile fixe sur 3 qui a des enfants qui ne vivent pas avec lui. Donc quand on parle de situations comme ça, c'est très difficile d'en revenir. Voilà, je prends l'exemple d'un homme qui m'a beaucoup marqué, qui était sergent-chef instructeur dans l'armée. Puis lui, à un moment donné, sa femme s'est suicidée. Il s'est retrouvé criblé de dettes, Cofidis, la maison, etc. Au final, il est allé de lui-même voir un juge des enfants. Il lui a dit, écoutez, prenez la maison, prenez tout, mais je veux que mes filles soient placées ensemble. Donc il y a des situations comme ça qui relèvent du drame. Ce qui est intéressant, c'est quand on parle du père absent, et ça c'est quand même souvent une obsession plutôt du côté de la droite de l'échiquier, on parle de l'absence des pères ou de la fragilisation des pères comme étant quelque chose qui fait que la société va moins bien. En gros, il y a des émeutes et il y a des émeutiers parce qu'ils n'ont pas de père, et du coup le fait qu'ils ne soient pas éduqués fait qu'ensuite il y a de la délinquance. Mais on peut voir aussi les choses à l'inverse. Le fait qu'on soit dans une société dans laquelle il y ait de plus en plus de personnes à la rue, dans laquelle il y a de plus en plus de pauvreté, ça fabrique aussi des enfants qui grandissent malheureusement sans père. Et on peut aussi voir un autre prisme qui est celui de la mère, qui se retrouve donc souvent à diriger cette famille monoparentale, donc mère avec ses enfants, et qui a un poids assez compliqué à gérer. Mais
par ailleurs, il y a aussi de nombreux pères qui hurlent, et surtout depuis des décennies, enfin depuis quelques années en tout cas, leur désir de remplir ce rôle de père, de s'occuper de leurs enfants. Pourtant, vous le dites, face aux juges, ils sont très peu à demander la charge de leurs enfants. Moins d'un père sur 10 demande qu'il réside chez lui après une séparation, selon une enquête universitaire du collectif 11, réalisée donc en 2013 au sein de 4 tribunaux de grande instance aux affaires familiales. Donc, est-ce que c'est aussi majoritairement le cas des pères avec lesquels vous avez échangé? C'est-à-dire que ceux qui sont en prison, certes, ils ont commis un crime, j'imagine, mais ils ont aussi cette envie de renouer avec leur rôle de père? Ça a pu être juste un délit, mais en fait, cette enquête du collectif 11, elle est intéressante. Alors, elle date un peu, elle a une dizaine d'années, mais c'est la seule de cette ampleur-là dont on dispose, et c'est vrai qu'elle montre bien que seul un père sur 10 demande à ce que les enfants résident chez lui après une séparation. Parce que tout simplement, beaucoup de pères sont prisonniers de représentations assez traditionnelles, selon lesquelles il y a un père qui me le dit comme ça, il me dit, moi je pense qu'un enfant a 60-70% besoin de sa mère, et si c'est une fille, ça monte à 80%, donc il a ses statistiques personnelles. Donc en fait... Mais qui sont culturelles, vous le dites dans l'enquête. En l'occurrence, là chez lui, c'est culturel, puisque lui il est d'origine, enfin il est né au Maroc. Et sa femme est d'origine algérienne. Sa femme est d'origine algérienne, mais le témoignage juste après, en fait, on est là sur quelqu'un qui est originaire de la région parisienne et qui partage à peu près ces représentations-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'exclusion des pères, souvent, c'est une auto-exclusion du fait de ces représentations-là. Et en fait, tout le monde en souffre. Les pères, parce que parfois, il y a, je voyais après la parution de l'article, il y a eu des débats parfois, notamment sur Twitter, entre des pères de certains collectifs qui disent « mais nous, on s'est battus pour obtenir la garde de nos enfants, on n'a pas réussi ». Et puis des féministes qui leur rappelaient ces stats-là. En fait, on peut très bien s'auto-exclure de l'éducation de ses enfants et en souffrir. Donc, il ne faut pas non plus... les réalités peuvent être évidemment complexes. Et puis surtout, c'est très compliqué. J'en discutais avec une psychologue qui est clinicienne et qui travaille sur des adolescents après des ruptures. Et elle me dit, en fait, quand on voit des cas où la femme ou la mère a pris toute la place dans l'éducation de l'enfant, en fait, c'est indémêlable. Est-ce qu'elle a pris toute la place parce que le père a déserté la sienne? Est-ce que le père a été exclu parce que cette femme prenait toute la place dans cette éducation? C'est indémêlable, en fait. C'est un débat qui ne peut se trancher que sur des cas particuliers, et encore, du point de vue de cette psy, c'était quasiment impossible. Mais la réalité, c'est que quand les couples, parce qu'il ne s'agit pas non plus à travers cette enquête de faire le procès de la séparation. C'est-à-dire que par exemple, il y a des politiques, en termes de solutions, il y a des politiques qui sont menées dans les pays anglo-saxons qui par rapport à nous sont beaucoup plus, ont un rapport parfois un peu plus direct et pragmatique à cette question-là, où par exemple ils mènent des politiques de reconjugalisation. C'est-à-dire que là, l'enjeu, c'est eux, ils ne sont pas obsédés par l'absence du père, ils sont obsédés par l'absence d'une nouvelle personne dans le foyer, puisqu'ils savent très bien que le fait qu'une femme retrouve un conjoint, par exemple, va être un facteur de stabilisation du foyer, ne serait-ce qu'au niveau économique. Ou pas ? La question peut se poser ? Oui, mais alors au niveau économique quand même. C'est-à-dire quand il y a deux parents dans le foyer, souvent c'est quand même plus stable. Alors effectivement, c'est très intéressant ce que vous sous-entendez par le niveau économique, puisque finalement la question de la pension alimentaire vient se jouer aussi. Quand vous citez Jipito, parce que c'est le nom qu'on lui a donné, il dit « j'ai essayé d'être père et puis j'ai arrêté ». Est-ce que la pression économique peut finalement prendre le pas sur l'envie de renouer, finalement, de prendre soin de son enfant ? En fait, là, ça c'est très compliqué. C'est-à-dire que la question de la pension alimentaire, elle repose sur deux choses. D'une part, comment les couples bricolent, parce que tous les couples ne passent pas devant un juge et tous les couples ne judiciarisent pas leur séparation, de la même manière que tous les couples n'étaient pas mariés avant qu'ils se séparent, etc. Donc il y a énormément de couples qui bricolent, qui s'arrangent, qui se donnent un petit peu d'argent, etc. Moi, il y a beaucoup de pères que j'ai rencontrés qui donnent un petit peu d'argent une fois de temps en temps, etc. Après, là, c'est ce qu'ils me racontaient, je n'avais pas forcément ce que me disait la mère. Mais la réalité des choses, c'est quand même qu'il y a énormément d'hommes qui ne payent pas leur pension alimentaire. Et effectivement, ce n'est pas sans lien avec le fait qu'ils se sentent marginalisés ou qu'ils se sont marginalisés. Mais c'est surtout le lien avec la phrase « j'ai essayé d'être père et puis j'ai arrêté » qui est en lien avec la pension en fait qu'il reverse. C'est qu'en fait il y a un lien entre l'argent et le rôle de père. Bah lui en l'occurrence, enfin après là on est dans un cas en particulier, mais lui en l'occurrence ce qui s'est passé c'est que oui on peut élargir.
Moi, je sais pas. Ça, c'est. Ouais, je sais. Je saurais pas être aussi affirmatif. Prochaine enquête, peut-être. Ouais. En tout cas, vous parliez effectivement de malheureusement la pauvreté de beaucoup de familles. En France, 40,5% des enfants vivant dans une famille monoparentale sont pauvres, selon l'INSEE. En 2020, une famille française sur 4 est composée d'un parent seul, une famille sur 4. Il s'agit de la mère dans 4 cas sur 5. Cette proportion est la même qu'en 1962. 62, c'est si loin. Comment c'est possible de concevoir que la situation soit la même que dans les années 60 ? Parce que notre société va pas forcément si bien et qu'il y a une pression. Enfin, en fait, le problème de fond, c'est pas que les gens se séparent. Le problème de fond, c'est que quand il y a une séparation du couple, les femmes retrouvent beaucoup moins que les hommes un conjoint. Et c'est pour ça que j'aime bien toujours ramener à des réalités sociologiques et aller sur le terrain sur ce genre de sujet, parce que l'enjeu est évidemment pas d'avoir un point de vue moral. L'enjeu n'est pas de dire aux gens comment ils doivent éduquer leurs enfants ou comment ils doivent vivre leur couple, leurs amours, ce serait terrible. Non, mais l'enjeu est quand même de regarder de manière froide que, en fait, une femme, notamment après une séparation, elle est moins libre qu'un homme, en fait, de reconjugaliser, pour prendre des termes, des barbarismes un peu laids, parce que, en fait, c'est pas si simple. Surtout quand on a des enfants en bas âge, qu'on les a en garde, qu'on travaille, etc. Il y a une contrainte qui est différente, et ça pourrait se traduire par des politiques. Déjà, il faudrait que ce soit davantage étudié, alors c'est le cas, hein, mais ça pourrait l'être encore davantage. Non, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous parlez effectivement des schémas qui se reproduisent souvent, et des pères qui se disent finalement j'ai pas vraiment été bon père parce que mon père n'a pas forcément été bon père aussi, c'est peut être le cas aussi pour beaucoup de mères, et pour autant, elles restent, elles, avec leurs enfants. Comment on explique ça ? Je ne sais pas comment je l'explique exactement. Je pense que dans le cas des hommes, d'une manière générale, dans la société, il y a quand même un gros sujet sur la violence des hommes. La violence, la délinquance, ce sont quand même des phénomènes qui sont essentiellement masculins et qui demanderaient à être pensés très au-delà de ce que j'ai fait dans cette enquête. Mais parmi les pères absents, il y a aussi des pères qui ont été éloignés du couple, éloignés de leur conjointe parce que c'était dangereux, éloignés de leurs enfants. 40% des jeunes, il y a une enquête qui a été vraiment très bien faite en 2019 par des sociologues où en fait ils ont épluché 500 dossiers de jeunes délinquants à Marseille. Donc vraiment ils ont épluché toute leur vie, etc., etc. Ce qui en ressort, c'est que 40% des jeunes délinquants sont des jeunes qui ont subi des violences, qui ont été maltraités. Parce que, et rappelons-le quand même, mais assister à la violence du couple quand on est un enfant, c'est aussi une forme de maltraitance. C'est de la maltraitance psychologique. Donc il y a ce sujet-là aussi, c'est-à-dire que dans une société qui est violente, voilà ce que ça génère, quoi. Je l'écris à un moment donné dans l'article, mais avant d'être urbaine, les violences, elles sont souvent intrafamiliales. Violence intrafamiliale, d'ailleurs, je cite, j'ai fait le con avec madame. Est-ce que c'est la phrase qui revient le plus ? Ouais, en fait, ce qui est assez... La dégringolade, en fait, l'enfer de la dégringolade. C'est-à-dire que j'ai fait le con, j'ai mal agi, puis je me suis énervée, et puis du coup j'ai fait de la prison, et puis la prison m'a amené en fait en plus de délinquance encore, à la drogue. Et puis donc il explique après, vous le racontez, il a arrêté, et maintenant il essaie de retravailler. Mais c'est cet enfer, en fait, qui démarre. Ouais, il y a de la dégringolade. Je crois qu'il y a aussi, et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles certains pères ont accepté de me parler, et ont accepté de me parler longuement. Il y a aussi une sorte de recherche de sens et de quête. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'hommes pour lesquels le sens à donner au délitement de leur couple et de leur famille et à leur incapacité à avoir été père ou à l'être, en fait, n'était pas très structuré, pas très stable. C'est-à-dire qu'au début de l'entretien et une heure plus tard, ça pouvait être un peu différent. En tout cas, il y avait une sorte de questionnement de fond. Il y avait vraiment une sorte de grand je sais pas trop, j'ai essayé, mais voilà. Et on sent quand même là-dedans, il y a quand même une énorme place de la violence, on l'a dit, des questions de la gestion des émotions et aussi évidemment de multiples addictions qui, quand elles sont là, n'arrangent rien, alcoolisme, drogue, etc. Surtout à vous écouter, on a l'impression que ces hommes finalement n'ont pas eu la chance de pouvoir beaucoup parler et de pouvoir beaucoup se pencher sur cette question finalement, se préoccuper de la situation d'être père, de ce rôle de père qu'ils doivent incarner ou qu'ils aimeraient incarner.
Oui, c'est intéressant. Je ne m'étais pas posé la question comme ça, mais c'est vrai qu'à part avec un journaliste qui rôde sous la pluie à Châtelet-Léal en essayant de chercher des pères qui veulent bien parler de paternité avec lui, il n'y a pas beaucoup d'espace dans la société où on peut, enfin en tout cas ça dépend de ses amitiés, mais il n'y a pas d'espace en tout cas formellement fait pour qu'on puisse discuter il n'y a pas de cours à l'école sur l'apprentissage de la paternité. Non, mais en revanche, en prison, vous évoquez les unités de vie familiale. Est-ce que c'est aussi là, par exemple, où on peut rencontrer des personnes qui vont vous laisser cette liberté de pouvoir parler de parentalité ? Les unités de vie, en fait, il y a la direction à l'administration centrale à la direction de l'administration pénitentiaire. Il y a une réflexion sur le maintien des liens familiaux. Mais comme je le disais tout à l'heure, ces unités-là, c'est des sortes de T3 en fait, des petits appartements qui sont mis en place dans les prisons pour que les pères déjà puissent rencontrer leurs enfants dans de bonnes conditions. Mais ça marche pour les peines longues. Mais pour tout ce qui est peine courte en maison d'arrêt, il n'y a pas grand-chose. Alors, mais ce pas grand-chose est déjà intéressant. Par exemple, a été développé ces dernières années une sorte de petit jeu qu'on donne aux pères et puis en fait on leur propose de faire ce jeu avec leurs enfants. Ça a l'air de rien, mais pour des hommes qui ont vraiment pas de grandes capacités relationnelles ou qui savent pas très bien comment faire, cela rendu encore plus difficile par le contexte horrible du parloir, ça peut quand même aider. Donc, de créer un lien. On a mentionné évidemment dès le départ la raison de cette enquête que vous avez faite, je le rappelle, pour le journal La Croix, notamment après les émeutes de juin qui ont suivi la mort de Nahel, et surtout ce retour à l'autorité, je cite, récemment demandé encore par la ministre des Solidarités, Aurore Bergé. Est-ce que c'est pour vous une sorte de ce que vous avez ressenti à travers l'enquête, bien sûr, de double sanction pour ces mères qui sont seules et qui sont donc patronnes, entre guillemets, de la famille monoparentale? Totalement. Je pense que toutes les personnes qui pensent que dans ces familles-là, comme on l'entend parfois, il y a une forme de démission systématique. Faut aller. Alors malheureusement, c'est pas possible parce que la justice est publique, mais pas celle-ci quand c'est le concerne des mineurs. Mais il faut aller voir des audiences de juges des enfants. En fait, quand on va dans des audiences avec des juges des enfants, en fait, on voit des parents qui galèrent et qui se battent. Alors on voit évidemment quasiment que des femmes. On voit beaucoup de femmes qui viennent, mais en l'occurrence, on voit pas de parents démissionnaires. C'est trop facile de dire que le père est démissionnaire quand le père est tout simplement en prison, quand il est à la rue, quand il est tout simplement parti, etc. Donc ces familles, il faut les aider. Après, moi je trouve que quand on appelle au retour à l'autorité de manière un petit peu invocatrice, voilà, avec cette idée un peu, alors c'est pas ce qu'a dit Aurore Bergé, mais en tout cas cette idée qu'on laisse entendre que l'autorité serait plutôt du côté du père. En fait, je pense que ça, ce sont des représentations qui participent aussi au fait que quand ça sort des schémas, quand le couple se délite, quand ça part un petit peu en vrille, eh bien les pères disparaissent. Voilà. Moi, je pense que quand on voit le niveau de violence et à quel point les violences intrafamiliales sont la cause d'énormément de ruptures et de séparations des couples et aussi des pères avec leurs enfants, je pense qu'il faudrait faire un peu attention avec ces discours sur l'autorité. On peut aussi imaginer que ces enfants ont davantage besoin d'écoute et d'amour et d'un père qui s'intéresse tout simplement à eux, à ce qu'ils font, à leurs envies, etc. Ça n'empêche pas de remettre le cadre, mais on peut aussi le dire comme ça. Mais surtout, on pense aux témoignages de ces femmes, et notamment, vous y faites allusion, mais dans cette enquête, mais aussi on l'a vu un peu partout, ces femmes qui disent « on me demande d'être autoritaire, on me demande de jouer à la fois les deux rôles, si je puis dire, traditionnel, classique du couple, père-mère, et donc qui, bien évidemment, hurlent sur leurs enfants, par moments pètent les plombs. Je ne dis pas qu'il faut les entendre et les comprendre, mais en tout cas, voilà, il faut pouvoir aussi entendre cette situation des femmes. Et quand je parlais de double sanction, je parle de cette sanction-là, en fait. Bien sûr, il y a des femmes dans des milieux très populaires qui sont femmes de ménage dans des grands groupes, qui sont obligées de faire 2 heures de RER le matin. Eh bien, elles ont des enfants et ces enfants, elles les font garder. Ça veut dire que pendant qu'elles sont en train de venir au travail pour venir nettoyer les locaux d'une grande entreprise ou d'un siège, eh bien, il y a quelqu'un qui vient garder leurs enfants avant l'école chez elles. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'enjeu de tout ça, au cœur de tout ça, c'est quand même la pauvreté. Je me suis fait un petit peu alpaguer sur les réseaux sociaux parce que dans l'article, les témoignages que j'ai des pères absents ou des réalités familiales, il y a des gens de tout horizon. Voilà, il y a des personnes qui sont d'origine maghrébine, des personnes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, mais il y a aussi du brestois, du rennais, bref. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important, parce que dans le débat public, c'est propagé cette
qui défausse que en fait ces réalités-là procéderaient d'une sorte de mauvaise éducation reposant sur des sortes de conceptions culturelles de je sais pas quoi, etc. En fait, sociologiquement, il y a aucun chiffre qui le montre en fait. En fait, un pauvre blanc dans la région de Brest ou un pauvre maghrébin dans la région parisienne, ça donne à peu près les mêmes réalités décrites dans cette enquête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michaël Kor. Je rappelle que vous êtes journaliste et donc auteur de l'enquête que vous pouvez retrouver, bien entendu, dans le journal La Croix, Père absent, enquête sur ces hommes qui ont abandonné leurs enfants. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation, Benjamin Briot, alias Nota Bene, vulgarise l'histoire sur sa chaîne YouTube depuis 2014 avec brio. On va évidemment en parler avec lui, car nous avons la chance de le recevoir sur ce plateau en quelques années. Sa chaîne est devenue première chaîne éducative de vulgarisation historique. Le 15 janvier prochain sortira sur Histoire TV son premier film. On les appelle Vikings. Bonjour Benjamin Briot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de l'invitation. C'est un honneur de vous recevoir ici sur ce plateau. Alors vos fans le savent, tous ceux qui vous ont suivi une fois ou deux ont été conquis tout de suite et sont restés sur votre chaîne. Vous êtes un passionné d'histoire de manière générale, un passionné de Vikings, on va en parler en particulier, puisque justement vous abordez ce thème à travers plusieurs vidéos sur YouTube, on l'a dit, mais aussi plus récemment avec une BD sur la mythologie nordique. Et là, même un livre aussi collectif que vous avez signé avec plusieurs universitaires. Mais là, vous avez eu envie d'aller plus loin à travers un documentaire. On va regarder quelques images et on en parle ensemble. Je suis sûr que vous pensez connaître les Vikings. Ces fameux aventuriers et pillards qui ont sillonné les mers à la recherche de fortune, de gloire, de territoire. Et tout ça pendant près de 300 ans, du 8e siècle au 11e siècle. Mais est-ce que ce sont vraiment ces barbares sanguinaires qu'on nous a décrits ? Grâce à leur ingéniosité, ils ont façonné de puissants navires. Les Vikings faisaient partie des meilleurs artisans. Ils débarquent par surprise, ils suscitent la panique. Pourtant, ce sont aussi d'habiles marchands et artisans, qui développent une culture bien plus raffinée qu'on ne l'imaginait. À bord de leurs embarcations, les Vikings se sont installés dans des contrées inexplorées par les Européens et de façon plus stratégique qu'on ne le croyait. Tous les 9 ans, ils sacrifiaient 99 chevaux et 99 humains. Grâce aux archéologues, notre connaissance de l'âge viking ne fait que grandir. Qu'est-ce qu'on peut trouver derrière ce mur ? Telle est la question. Allons jeter un coup d'œil. 300 ans de l'âge viking raconté au travers de ce documentaire et bien sûr de nombreuses vidéos que je le rappelle, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Nota Bene. D'où vient cette passion initiale ? De l'histoire ou des Vikings ? Alors d'abord des Vikings, l'histoire on en parlera de manière plus large parce qu'on a le temps avec vous aujourd'hui de pouvoir discuter. Disons que les Vikings, c'est une passion. Alors moi j'ai lancé Nota Bene en 2014. À partir de 2015, j'ai commencé à attaquer un petit peu les Vikings parce que pour moi c'est du pain béni en fait. Et les Vikings c'est un nid à stéréotypes, à idées reçues. Et travailler sur les Vikings, c'est aussi bousculer un petit peu les certitudes que peuvent avoir les gens sur qui étaient réellement les Vikings. C'est une figure qui a été adaptée, réadaptée de nombreuses fois dans la littérature, à la télévision, au cinéma, dans des séries. La série Viking qui a très très bien marché. Et donc pouvoir. Est-ce qu'elle est fidèle à l'histoire ? Pardon, je rebondis. Disons que c'est bien pour avoir une première approche, voilà. Mieux vaut vous suivre si je comprends bien. Voilà, mais bon, ça reste une série de fiction et comme toutes les séries de fiction, ça a un avantage, c'est que ça intéresse les gens, en tout cas au sujet. D'accord, mais c'est fictionné. Voilà, c'est fictionné. Voilà, c'est fictionné, sachons-le. Alors que vos vidéos, non, justement. Non, on essaye de remettre un petit peu l'église au centre du village, comme on dit, et de lutter justement contre ces clichés-là, de faire un petit peu de pédagogie autour de tout ça. Finalement, s'accrocher à une figure populaire comme ça, comme le Viking, c'est tout de suite inclure les gens aussi qui connaissent un petit peu cette figure du Viking et qui vont pas se sentir exclus de ce discours historique. Je vous ai coupé, mais c'était donc en 2014, la série Viking sort. Vous êtes déjà passionné effectivement par l'histoire de manière générale, les Vikings en particulier. Vous vous dites effectivement pour tout ce qui est casser ces clichés
clichés, ces idées reçues que vous avez déjà vécues, vous, en tant que peut-être collégien et lycéen déjà, puis après, quand vous vous êtes vraiment intéressé à l'histoire? Oui, et puis moi, depuis tout petit, je suis un passionné de cinéma, donc j'ai regardé énormément de films, Gladiator, Braveheart, voilà, et quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au fond derrière, je me suis rendu compte que je connaissais rien, quoi. C'est des sujets qui m'intéressaient, mais le film Braveheart avec Mel Gibson, il y a énormément de bêtises, entre guillemets, dedans. Après, ça reste une œuvre de fiction, c'est pas là pour nous apprendre l'histoire, finalement. Mais ça a suscité un intérêt, et derrière, on se rend compte que l'histoire, elle est complexe, elle est belle, elle est intéressante, et c'est ce qui donne envie d'aller plus loin. Alors évidemment, parler des Vikings, c'est à la fois une image extraordinaire, c'est attirant, vous parlez des films qui font référence, donc on pourrait se dire, oui, pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser, mais de là à penser que 2 millions de personnes vous suivraient, alors c'est sur l'histoire de manière générale, mais sur les Vikings en particulier, et d'ailleurs vous y consacrez ce documentaire, qui sortira, je le rappelle, le 15 janvier prochain sur Histoire TV, peut-être que ça vous a étonné sur le moment ou pas? Vous vous attendiez à ça? Alors, un tel engouement? Non, quand je me suis lancé sur YouTube en 2014, c'était pas un plan de carrière. Hein. C'était surtout beaucoup d'ennuis de mon côté. Il fallait que je trouve un truc pour m'occuper à la maison. Donc j'ai lancé cette chaîne YouTube et je m'attendais pas à un tel engouement si vite, quoi. Très rapidement, la chaîne a explosé et c'est devenu une vraie potentialité de carrière après. Et maintenant, ça fait bientôt 10 ans que je suis sur YouTube et ailleurs et que je produis des contenus historiques. Donc c'était vraiment inattendu. Voilà. Alors un engouement effectivement à la fois par ceux qui vous regardent, mais aussi de ceux qui vous suivent parce qu'ils sont eux-mêmes historiens, chercheurs, ou qu'en tout cas ils s'intéressent à l'histoire d'une autre manière. Un documentaire que vous n'avez pas fait seul, puisque vous avez été entouré, et je le disais, de chercheurs, et notamment d'un biologiste. On va le voir ensemble, qui a participé à la plus grande étude ADN sur les squelettes de l'âge viking. À quoi ressemblaient les Vikings? Étaient-ils tous de grands blonds aux yeux bleus? Pour le savoir, je retourne au Danemark, à l'université de Copenhague, où le biologiste Ashot Margarian a participé à la plus grande étude ADN sur des squelettes de l'âge viking. Ces techniques d'analyse sont récentes. Parue en 2020, l'étude génétique des Vikings a révélé au monde des résultats inattendus et a permis de réaliser des reconstructions de visages. Nous avons constaté par exemple que les Vikings étaient beaucoup plus diversifiés qu'on ne le pensait. Voici l'une des reconstructions de visage. Cet individu avait clairement les yeux bruns et les cheveux noirs. Comme vous le voyez, il ne s'agissait pas du Viking cliché aux cheveux blonds et aux yeux clairs. Mais cet individu avait plutôt l'air originaire du sud de l'Europe. Pourquoi cette image cliché justement des yeux clairs ? Justement, je pense que ça vient de tout cet imaginaire cinématographique qu'on a, et puis de toutes ces images qu'on a héritées du 19e siècle, avec toutes ces belles peintures, ces belles gravures, avec ces vikings, casque à cornes, longues chevelures, tout ça. Et ça fait du bien aussi de démystifier un petit peu ça et de montrer que cette figure de viking, elle est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, le viking, en tant que tel, les vikings, c'est pas un peuple, quoi. C'est une fonction. C'est celui qui part en expédition sur les mers. Alors, comment vous avez été reçu par la communauté scientifique quand vous allez voir typiquement un biologiste au Danemark et vous lui dites je m'intéresse au sujet, j'ai déjà pas mal écrit, j'ai pas mal vu. Est-ce qu'ils ont ce réflexe aussi cliché de l'autre côté de le petit influenceur qui monte sa chaîne YouTube et qui vient, qui s'intéresse à l'histoire, ou au contraire, il vous accueille à bras ouverts? Alors, plus trop aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai lancé la chaîne, au départ, forcément, il y avait une méfiance, et c'est normal, d'autant plus que moi, j'ai pas de diplôme en histoire, pour le coup. J'ai fait un début de fac d'histoire, mais mes compétences, c'est l'audiovisuel. Donc, il était naturel qu'il y ait une certaine méfiance, mais cette méfiance, elle s'est vraiment estompée avec le temps, puisque moi, dès le début, je me suis dit que j'avais envie de faire une émission avec les scientifiques, et donc je leur ai tendu la main en disant bon, faisons des choses ensemble pour qu'on fasse des programmes qui soient sérieux, qui soient fun, et qu'on puisse délivrer un beau message au public. Donc au fur et à mesure des années, c'est finalement les collaborations avec les différents historiens, archéologues, les institutions, les musées comme le musée du Louvre aussi, qui a beaucoup crédibilisé à l'époque mon discours, qui font que globalement aujourd'hui toutes les portes nous sont ouvertes, et c'est génial. Validé par les scientifiques et aussi validé par les historiens, c'est-à-dire qu'en fait la version aussi numérique, la version réseaux sociaux plaît aux historiens, la nouvelle pédagogie?
Globalement, oui, ça plaît. Alors après, faut rester humble, comme d'ailleurs le font les historiens dans leur travail au jour le jour. On n'est pas à l'abri de dire des petites âneries des fois, ou de on a des cadences de production, on a tout ça, mais on fait tout pour avoir un travail le plus scientifique possible et éviter de raconter des cracks. Donc ça rassure quand même les historiens à qui on renvoie les scripts qu'on va retoucher. D'ailleurs, tous sont écrits par des historiens, des archéologues à la base, et on s'assure que un historien qui collabore avec nous ne se retrouve pas surpris de la version finale en se disant voilà, mais je raconte n'importe quoi, ou on a tronqué ma parole. Ça, c'est hyper important d'avoir cette confiance et de l'entretenir. Et c'est peut-être aussi le fait que vous soyez passionné aussi qui plaise à ceux qui vous regardent. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas le titre d'historien, il n'y a pas le diplôme, mais il y a celui qui a enquêté, qui a recherché, qui s'est documenté. Et c'est ce parcours aussi, c'est ce chemin qu'il faut entendre. Oui, moi de mon côté, c'est surtout une curiosité, quoi. Je suis très curieux de nature, et ce qui me plaît dans mon métier aujourd'hui, parce que on traite d'histoire de manière très large sur la chaîne et sur les réseaux, à chaque fois que je vais aborder un sujet, honnêtement, souvent j'y connais rien au départ. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir se poser des questions naïves en restant très ouvert d'esprit. Et ce qui me plaît, moi, c'est de rencontrer ces gens-là qui sont des gens passionnés, quoi. Chaque personne que je rencontre, à l'issue de cette rencontre-là, avec un historien, j'ai envie de faire 10 documentaires, quoi. Les rencontres que vous faites aussi avec les professeurs, puisque vos vidéos sont aussi partagées certaines fois dans les classes, en cours d'histoire. Les rencontres que vous faites avec les professeurs et les élèves, mais surtout les professeurs, ce qui m'intéresse, comment réagissent-ils justement au fait que vous soyez passionné, que vous ayez envie de transmettre, mais autrement, puisque on le voit bien, il y a quand même un problème de pédagogie dans certains établissements, ou pour certains élèves, peut-être que la façon dont est enseignée l'histoire est à revoir pour certains, ou en tout cas à réétudier. Comment interprète-t-il cette nouvelle version de l'histoire? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué pour moi d'avoir un discours sur l'éducation et à l'histoire dans le milieu scolaire, parce que moi, j'y suis plus maintenant. Je suis un peu extérieur, même si j'ai des enfants et que je vois un petit peu comment ils apprennent l'histoire à l'école. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est mon boulot à moi, c'est pas d'être prof. Je suis pas là pour les remplacer, mais il y a une démarche qui est complètement complémentaire. Et donc, j'ai beaucoup de professeurs qui me disent, c'est vrai qu'on a utilisé ces vidéos qui parfois sont un peu fun, un peu plus distrayantes. Il y a une forme qui attire un petit peu plus les jeunes, en amorce ou en continuité finalement d'un discours qu'on peut délivrer à l'école. On leur dit allez regarder la vidéo de Nota Bene et puis on va la débriefer ensemble en cours, ou justement à la fin on n'a pas pu tout voir, allez voir la vidéo de Nota Bene, vous en saurez un petit peu plus. Donc moi je suis très fier aujourd'hui qu'il y ait cette continuité et surtout cette complémentarité avec les professeurs. Ce qui pousse, j'imagine aussi, certains étudiants à venir vous voir et à dire j'ai envie de faire la même chose. En fait, tu m'as donné envie, je me passionne pour l'histoire. Moi, je vois mon fils, il a 13 ans aujourd'hui, il adore l'histoire. Et il suit, par exemple, vos vidéos, il suit tout ce que vous proposez, ainsi que d'autres aussi. Et c'est vrai que c'est une nouvelle façon d'apprendre et de lire. Autrement, on critique beaucoup les réseaux sociaux. Il s'agit aussi de montrer qu'il y a des belles choses qui s'y font. Oui, il y a des très bons aspects aux réseaux sociaux. Il ne faut pas non plus mettre de côté ce qui peut être problématique. Mais il se passe des belles choses. Et encore une fois, c'est très complémentaire. Tout dépend de la personne qui va présenter finalement le programme, de ses ambitions, de ses envies, de son sérieux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et très bien faites sur YouTube et ailleurs. Vraiment, il y a beaucoup de choses complémentaires qui peuvent servir les jeunes sur les réseaux. Et puis les mauvaises choses, et vous en parliez évidemment, les clichés, les mauvaises idées, les fake news, la désinformation, on peut l'appeler comme on veut. Il y en a aussi beaucoup. On l'a vu, j'imagine que vous avez suivi, par exemple, cette vidéo où on nous pose la question à des jeunes sur la date de la Révolution française, ou encore ce que la rafle du Veldiv, ils ne savent pas répondre. Qu'est-ce que vous avez comme réaction lorsque vous voyez ça ? Ils ont entre 15 et 18 ans. Je dirais que moi-même, j'ai pas toujours été un élève spécialement. J'ai eu des hauts, des bas, et puis il y a des trucs que je savais, des trucs que je savais pas. C'est difficile de juger parfois sur des micro-trottoirs où en plus parfois les jeunes sont un peu intimidés par la caméra, donc ils perdent absolument tous leurs moyens. Moi, j'ai filmé des gens qui étaient PDG d'entreprises, qui avaient 50 ans, et quand on leur demandait comment ils s'appelaient devant une caméra, ils savaient plus. Donc c'est un petit peu compliqué de juger finalement là-dessus. Ce qui est important, en revanche,
je pense, c'est de pouvoir montrer que l'histoire, elle touche absolument à tout, vraiment à toutes les questions de la société, et que en comprenant un petit peu mieux cette histoire, on comprend mieux le monde dans lequel on évolue. Moi, j'accorde pas beaucoup d'importance aux dates précises, mais en tout cas à la compréhension de comment fonctionne une société et des mécanismes qu'agite l'histoire. Je pense que ça, si on arrive à le faire passer aux élèves, à renforcer leur esprit critique, on a gagné. Vous sentez que vous êtes plus légitime que jamais, en tout cas indispensable que jamais aujourd'hui dans cette société ? Alors, je n'aurais pas cette prétention-là. J'espère apporter ma petite pierre à l'édifice en participant justement à cette éducation critique que l'école, de plus en plus, essaye aussi d'inculquer aux élèves. Vous avez commencé une fac d'histoire, vous l'avez dit. Vous étiez intéressé par l'histoire dès le départ. Pourquoi vous avez arrêté ? Pour plein de raisons, surtout parce que j'ai rencontré un réalisateur qui m'a fait rentrer dans le domaine de l'audiovisuel, qui est ma passion depuis que je suis tout petit. Donc j'ai quitté la fac vraiment pour me concentrer sur ma passion, l'audiovisuel. Et finalement, ça m'a rattrapé en 2014 quand je me suis retrouvé libre dans l'emploi du temps. Et je me suis dit, tiens, si je faisais un truc qui me plaît, rapprendre des trucs en histoire et le partager avec les gens. Ce documentaire, donc, vous l'avez écrit et réalisé ? Non, je ne l'ai pas réalisé. D'accord. Il a été réalisé par Laurine Amagneux ? Laureline Amagneux, tout à fait, voilà. Réalisatrice que j'ai rencontrée. Et pendant longtemps, j'avais mis de côté la production télé parce que c'est pas les mêmes enjeux non plus et les mêmes process que sur Internet. C'est des process qui sont beaucoup plus longs, voilà. Et quand j'ai rencontré Laureline, ça a matché tout de suite. Elle a vu ma vision des choses et de la transmission de l'histoire et du fait que j'avais envie de créer un pont entre les scientifiques, les universitaires et le grand public. Et je me suis dit, bon, si je travaille avec elle, elle va respecter ma vision et on va pouvoir faire de belles choses. Voilà. En tout cas, c'est très réussi. Il y a une suite, j'imagine ? Une série qui va arriver ? On va voir. En tout cas, là, en ce moment, on est en train de plancher sur un livre collectif autour des samouraïs et on espère bien que dans les années qui viennent, ça va pouvoir se décliner aussi en documentaire. Samouraï, c'est aussi une période qui peut intéresser pareil, parce qu'en fait, c'est comme les Vikings. En fait, on a un imaginaire, oui. On a l'impression qu'on connaît, on sait ce que c'est, et en fait, on voit juste une espèce de combattant, effectivement, l'associé avec la mer. Les samouraïs, quelle est l'idée que les jeunes peuvent s'en faire ? Pareil. Le guerrier qui respecte un code d'honneur très strict. En fait, c'est la vision du dernier samouraï, quoi. Une vision extrêmement romantique. Et le samouraï, le vrai samouraï, c'est une figure qui est infiniment plus complexe que ça. Et j'ai perdu quelques neurones en dirigeant cet ouvrage sur les samouraïs parce que vraiment, c'est très complexe. Et puis surtout, ça s'étale du XIe siècle jusqu'au XIXe. Donc c'est beaucoup plus long que les Vikings. Et un samouraï guerrier du XIe n'a rien à voir avec le samouraï fonctionnaire, on va dire, avec plein de guillemets, du 19e. Intéressant aussi de passer entre, effectivement, des cultures très différentes. On reste souvent un peu focalisé à la fois sur notre petite France, éventuellement sur l'Europe et sur l'influence de grands pays pendant les grandes guerres, mais on s'ouvre très peu, effectivement, en l'occurrence là, à l'Asie. Est-ce que c'est aussi quelque chose de très important, selon vous ? Moi, c'est même primordial dans mon approche de l'histoire. Évidemment, sur Nota Bene, on se concentre beaucoup sur de l'histoire. C'est très eurocentré, finalement, parce que c'est aussi notre histoire, c'est ce qui intéresse les gens, mais je mets un point d'honneur au moins une fois par mois à faire un épisode où on sort un petit peu de l'Europe, on va en Amérique du Sud, on va en Asie, pour découvrir d'autres cultures, montrer que finalement les autres pays nous ont pas attendus, hein. C'est pas nous les Français qui avons tout fait. Il y a des choses qui se sont fait aussi l'autre côté, et c'est passionnant de voir ces échanges culturels et de décloisonner un petit peu aussi cette histoire, puisque on a tendance à penser que dans l'Antiquité ou le Moyen-Âge, tout le monde était renfermé les uns sur les autres. Or, il y avait déjà des connexions formidables. L'Empire romain avait des connexions avec la Chine, par exemple, et c'est passionnant à étudier. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, Benjamin Briot, alias Nota Bene, puisque j'imagine que vous le connaissez mieux sous ce nom-là, Nota Bene. Si vous ne le connaissez pas encore, courez voir sa chaîne YouTube, donc qui cartonne, 2 millions, vous serez donc le 2 millions unième, je ne sais pas comment on dit ça. Merci. Et puis ce documentaire qui sort le 15 janvier sur Histoire TV, premier film donc on les appelle Vikings, réalisé par Laureline Amagneux. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Maintenant, je suis ravie. Merci. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invité est l'acteur et humoriste Baptiste Le Caplin. Est-ce que, justement, plus jeune, il y avait un autre métier qui te faisait rêver ? Je voulais être sportif de haut niveau. Je rêvais d'être basketteur professionnel. Basketteur, pas footballeur ? Non. J'aime bien le foot, j'aime bien regarder, mais je suis vraiment nul. Et du coup, tu t'es donné un peu les moyens ou... Non, et puis j'aimais bien... puis je trouvais qu'il faisait froid. J'ai pris une béquille une fois dans la cuisse par un petit gros quand il faisait très froid. Et ça m'avait vraiment fait mal. Je me suis dit, putain, il fait froid, il pleut, il y a de la boue. Non. Bien, on fait un sport en salle. Et le basket, j'adorais, parce qu'il y avait les Chicago Bulls de Michael Jordan.
Attends, t'as vraiment choisi le basket parce que tu voulais un sport en salle? Déjà, il faisait chaud, c'était cool. Et puis non, j'aimais le fait que tu pouvais jouer tout seul. Et chez moi, j'avais un panier de basket et j'ai passé des heures et des heures à faire ça. Le panier de basket. Tu t'es entraîné, ça a payé? Des heures, ouais, j'avais un assez bon niveau. Et après, je suis parti faire sport-études. Ah, quand même, donc oui. Oui, bah, ça, c'est un sport-études à Bressé. Il y a des noms de bleds qui te font rigoler, qui font pas rigoler les gens, mais tu connais. Donc non, j'ai adoré ça. À quel âge alors? J'étais en 5e. Donc, oui. Et après, je suis parti à Avranches où j'ai changé d'équipe de basket et je suis parti en internat. Et en internat, j'ai un peu plus apprécié l'école parce que tu avais les copains. Il y avait une classe foot, il y avait un très bon niveau de classe foot à Avranches. Et là, j'ai commencé à faire marrer mes potes à l'internat, mais pas à l'école, pas en classe. Donc ça, c'est au lycée? Ça, c'est lycée, ouais. Donc là, tu commences un peu à savoir que c'est ça que tu veux faire. Ben, j'aime bien, je me rends compte, j'aime bien faire marrer mes potes. Ouais. Il y a des gens, j'aimais bien les faire marrer. Mais c'est fou parce que, tu sais, je sais pas si c'est parce que je suis un peu... tu sais, je suis Gémeaux, donc... Ah, tu crois ça? Non, c'est à force de te le dire. Ah, ça avait plusieurs personnalités, Gémeaux. Peut-être. Mais je sens que je suis je peux être très marrant avec des gens, très posé avec certains. Je suis un peu diplomate, mais aussi... disons que j'ai plusieurs personnalités, j'ai l'impression que je m'adapte. Et donc, du coup, ceux que tu avais avec toi à l'internat, j'aimais vraiment les faire marrer. Ça en toi? Ouais, j'aimais vraiment les faire marrer. Ça me faisait vraiment plaisir de les faire marrer. Et là, c'est le goût de faire marrer est vraiment arrivé là. Avant, non? Non. Non, parce que je me faisais pas remarquer. Tu savais limite pas que tu avais cette qualité-là en toi? J'adorais regarder des humoristes, mais je pensais pas être très drôle, non. Et puis, tu sais, t'as pas de cours de théâtre. Dans l'endroit où j'ai grandi, à la campagne, il n'y a pas de cours de théâtre. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien de tout ça. Il y a des bars. Très important. Pour moi. Boire des verres. Mais moi, je bois pas, donc tu te fais pas d'amis. Donc j'étais tout le temps en train de faire du sport. Et puis je regardais des humoristes à la télé, ouais. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Baptiste Le Caplin, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika et Baptiste. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Ils sont nés quand, ces petits citoyens? Les petits citoyens, ils sont nés il y a longtemps, en 2001. En 2001 déjà? Oui. Avec déjà pour thématique le harcèlement scolaire, j'imagine que ça vous fait un petit peu... Non, pas en 2001, parce qu'en France, on n'en parlait pas du harcèlement. Donc on avait des thématiques comme les droits de l'enfant, toutes les notions civiques, citoyennes qu'on développait. Et c'était une association qui était beaucoup sur l'éducation aux médias, en fait. L'ouverture, la compréhension du monde, avec un journal d'opinion qui s'appelait La Quotidienne. Puis depuis, ça a grandi, évolué, et depuis quelques années maintenant, on a... Beaucoup, on peut toujours s'inscrire effectivement pour recevoir la... Bien sûr, le journal gratuit numérique, en inscrivant simplement son mail. On le reçoit tous les lundis. Et depuis, ça a évolué, et on a intégré la Fédération Léo Lagrange, qui est un mouvement d'éducation populaire, qui notamment s'intéresse à toutes les structures éducatives périscolaires, accueil de loisirs, centres sociaux, sur toute la France. Et donc, du coup, maintenant, on est un programme de la Fédération. Alors racontez-nous, puisque ensemble vous êtes arrivés à mener ce projet qui s'appelle la fresque des écrans. Qu'est-ce que c'est en quelques mots la fresque des écrans, Amélia? Alors la fresque des écrans, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet effectivement de comprendre la numérisation de notre société pour en être moins victime et pour être plus acteur de ses usages et voilà, pouvoir avoir un usage éclairé du numérique et des écrans au quotidien. Alors on le rappelle, Coloris, ça s'adresse plutôt aux petits enfants à partir de 3 ans, c'est ça? Absolument. Là, la fresque des écrans, c'est pour les un peu plus grands. Oui, à partir du collège, lycée, jeune adulte, et voilà, pour tout le monde. L'objectif pédagogique derrière, c'est quoi? Parce que vous avez de plus en plus de parents qui venaient vous voir chez Coloris et qui vous disaient, bah voilà, moi j'ai un vrai problème avec les écrans, oui, mon enfant est acculturé à ces sujets du numérique grâce à vous. Malgré tout, il y a encore tout un tas de problématiques qui subsistent à la maison? Oui, très clairement, la demande vient de nos partenaires, en fait, responsables pédagogiques, qui régulièrement nous disaient, mais c'est super ce que vous faites avec les petits, pourquoi vous ne faites pas quelque chose de similaire avec les plus grands? Et puis avec Juliette, qui est aussi très intéressée par ces nouveaux formats d'ateliers d'intelligence collective qui effectivement on le vend en poupe, on s'est dit que ce serait hyper intéressant de développer notre atelier autour du numérique et des algorithmes, etc. C'est la formation, parce que vous avez tout appris sur le tas. Oui, j'ai tout appris sur le tas, mais j'ai fait quelques formations malgré tout. Oui, vous les racontez. Parfois. Mais je ne suis pas convaincu que les formations qu'on donne... Alors, j'en ai fait que quelques-unes, je ne les ai pas toutes faites, donc je ne vais pas parler de toutes les formations, mais je suis un petit peu sceptique sur leur efficacité, utilité. Il y en a une qui vous a plus que d'autres, si on essaie de dire les choses en positif quand même, c'est celle où on vous a un peu parlé de psychologie de l'adolescent. Alors, vous dites que ce n'était pas super opérationnel, mais
Oui. Là, au moins, on m'a apporté des choses qui pouvaient être réutilisées dans un cours. Non, c'est vrai que j'ai fait des formations surtout en lycée agricole. J'ai fait un an en lycée agricole et il y a eu quelques formations, certaines, à mon avis, totalement inutiles. Et c'est vrai qu'on a eu une sorte de conférence avec un psychologue qui n'était pas... J'en ai pas tiré de choses opérationnelles, mais ce qu'il disait était... d'une manière générale, je trouvais intéressant. Je ne me souviens plus exactement de ce que c'était, parce que c'était il y a plusieurs années, mais je me souviens être sorti de là en me disant j'ai pas perdu mon temps. Dans les formations, en fait, ce que j'en ai le plus retiré, c'est qu'en fait, on rencontre d'autres profs avec qui on échange. Parce que le prof d'éco, il est souvent assez seul dans son lycée, et donc là, on partage un peu les expériences. C'est peut-être le seul point positif. L'aspect plus précieux. Mais je trouve que les formations auxquelles, en tout cas, j'ai assisté, je trouve qu'il y a un peu un côté, alors c'est pas très politiquement correct de le dire, il y a un peu un côté, il faut dire qu'on fait de la formation, on envoie les profs en formation quelques jours, et voilà, vous voyez, on forme les profs, on a coché la case, et voilà. Et ça m'a un peu donné cette impression-là. C'est-à-dire donner la parole aux enfants permet d'améliorer notre quotidien à tous. Comme je vous en avais parlé, moi je travaille sur un sujet actuellement qui nous est très cher, les toilettes à l'école. C'est un vrai sujet de santé sociale, c'est un vrai sujet de violence et de complications. Et aujourd'hui, on est en mesure, on a sorti un jeu, notamment pour toutes les collectivités territoriales, pour que les professionnels s'emparent de ce jeu. Au travers du questionnement, on interroge les enfants sur c'est quoi pour toi les toilettes à l'école, comment ça se passe, quel est le problème, quelles seraient les toilettes idéales. Et on est en train de revisiter. Et c'est quoi les problèmes qui ressortent justement quand il y a les problèmes de santé déjà. Faut savoir que les enfants, un enfant sur 10 se retient d'aller aux toilettes. Donc ça veut dire qu'il ne boit pas, il s'empêche de boire. En dehors du fait que ça crée chez les filles des problèmes de cystite, en dehors du fait que les filles, maintenant à partir du CM1, ont leurs règles, il n'y a pas de poubelle, il n'y a absolument rien. Après, il y a les problèmes d'hygiène, simplement, c'est sale parce que les enfants jouent avec du papier. C'est un endroit en totale impunité où en fait, il n'y a pas de regard extérieur de l'adulte. Donc, il s'y passe aussi bien de la violence que du jeu, que du un peu n'importe quoi. Et les élus en ont conscience, Catherine ? Alors, les élus en ont conscience, mais il y a des problèmes de coût, puisqu'aujourd'hui, revisiter et refaire les toilettes, ça représente un coût sur lesquels ils n'ont pas aujourd'hui envisagé de mettre des moyens. Sauf qu'on s'est aperçu, de par des expériences, notamment à Saint-Denis, dans un collège, que quand vous mettez les enfants et les jeunes responsables de ce lieu, comme par hasard, le lieu devient propre et sans violence. C'est quoi l'éthique du numérique en quelques mots ? Alors l'éthique du numérique, c'est un vaste sujet. On va dire que c'est à la frontière entre la philosophie et le droit. Et ça va être ce boulevard de réflexion sur ce qui est juste ou pas en société. Et en particulier, quand on a fait le choix de vivre en démocratie, on est quand même dans une logique de vivre ensemble, de solidarité. Et effectivement, on se rend compte que la numérisation de la société vient bousculer tous ces rouages de base du fait des algorithmes qui ont tendance à hyper personnaliser nos choix. Et donc ça peut être très agréable sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, ça pose quand même tout un tas de questions, notamment en matière de solidarité. C'est un sujet aussi que vous abordez au sein de la fresque des écrans, Amélia ? Oui, absolument. La fresque, elle est très large sur ces aspects-là. On part de l'individu. On va regarder l'impact du numérique sur le corps, sur les relations, sur les émotions. Et ensuite, on va élargir et on va s'intéresser à l'économie de l'attention, à tout ce qui est biais algorithmique, tout ce qui est captologie. Et on va aller jusqu'à tous les enjeux démocratiques liés au numérique. Donc le vivre ensemble, le cyberharcèlement, la manipulation des opinions, des élections, les fake news, etc. Donc on a une première partie de fresque qui est assez centrée sur les problèmes et qui peut paraître un peu sombre. Et on a une deuxième partie où là, clairement, on va aller voir le positif, on va aller regarder en quoi le numérique peut être un levier pour nos sociétés parce que c'est un levier de progrès et clairement, il y a des aspects évidemment très positifs dans le numérique. Et on va proposer du coup aux participants de reprendre le pouvoir et de mettre en place des actions concrètes dans leur quotidien qui favorisent des usages intéressants et épanouissants et qui limitent, voire proscrivent les usages délétères et négatifs. Le 10 janvier 1929, Tintin, né sous le crayon d'Hergé, son véritable nom de naissance c'est Georges Rémy. Rémy Georges, vous tournez, Hergé, voilà d'où vient son pseudonyme Hergé. Et tout démarre donc dans cette rédaction du très sérieux journal Le XXe siècle, très catholique, très conservateur. Nous sommes en Belgique. Hergé, lui, n'a que 21 ans à peine et il est le rédacteur en chef du Petit 20e. C'est le supplément qui est publié chaque semaine destiné aux enfants. Et ce 10 janvier 1929, il propose à ses jeunes lecteurs une nouvelle
histoire en BD qu'il a lui-même inventée et dessinée, les aventures d'un journaliste qui part en reportage au pays des Soviets, accompagné de son petit chien blanc, Milou, voilà, et 6 lettres, Tintin, T-I-N. Au départ, la publication n'est qu'en feuilleton, il faut attendre 1930 pour lire les aventures de Tintin. Au total, 24 albums de 1930 à 1986 avec le dernier, Tintin et l'Alphare. Tintin passe une partie importante du XXe siècle à voyager. Il traverse un certain nombre de grands événements et ses histoires sont au cœur des bouleversements mondiaux. Ça se ressent dans les bandes dessinées elles-mêmes. Oui, Hergé a toujours dit que Tintin est apolitique. Bon, mais même si on regarde bien quand même, la politique est très présente. Même quand Hergé ne veut pas faire de politique, si on pouvait retenir un seul album qui est le moins politique des 24, c'est bien Tintin au Tibet, album magnifique de 1959, où Hergé préfère une belle histoire d'amitié. Tintin part retrouver Chang perdu dans le lotus bleu. Là, il n'y a pas de méchant. On voit Tintin qui pleure pour la seconde fois. Il pleurait pour la première fois lorsqu'il a quitté Chang. Bon, même si ce livre n'a pas vraiment de portée politique dès le départ, on voit qu'il ne dit pas un mot sur cette répression chinoise et au départ du Dalai Lama notamment. Et figurez-vous ce qu'il dit en 2006, le Dalai Lama: ne vous y trompez pas, Tintin au Tibet a permis à un nombre de personnes considérables de par le monde de savoir que le Tibet existait. Hergé a permis une prise de conscience internationale beaucoup plus aiguë que sur le Tibet. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de School TV aujourd'hui. À la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Laure Redemont. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée. Ciao.